Les livres audio VDB vous présentent Le livre des âmes de Glenn Cooper, interprété par Jean-Christophe Lebert, Isabelle Miller et Hervé Lavigne. CD numéro 2. Chapitre 22. Le lendemain matin, Edgar avait moins froid et l'existence lui paraissait moins misérable que d'habitude. Il bondit de son lit, réchauffé par l'esprit de camaraderie et par une excitation nouvelle. Jehan était certes demeuré sceptique et moqueur, mais Edgar croyait en tout point à ce qui était écrit dans la lettre de l'abbé Félix. Enfin, il comprenait l'ampleur du secret de la famille Cantwell et la valeur de cet étrange ouvrage. Toutefois, et c'était peut-être encore plus important pour lui, pauvre garçon apeuré, isolé dans une grande ville étrangère, il avait à présent un ami. Jehan était gentil, attentif, et surtout ne manifestait aucun dédain à son encontre. Edgar en avait plus qu'assez qu'on lui jeta à la face cet incessant mépris, tel du fumier. Ainsi avait-il été traité par son père, son frère, ses enseignants. Ce jeune Français, en revanche, le considérait avec dignité, d'égal à égal. Avant qu'il ne se retirât pour la nuit, Edgar avait supplié Jehan de rester ouvert à la possibilité que l'épître fût un authentique témoignage, et non les élucubrations d'un moine insane. Pour tenter de le convaincre, il lui soumit un plan auquel il réfléchissait depuis un certain temps. À son grand soulagement, son nouvel ami l'écouta sans en rejeter aussitôt l'idée. À l'office, ce matin-là, Edgar lança un regard à Jehan, qui lui fit le plaisir de lui renvoyer un clin d'œil. Durant toute la matinée, les deux garçons échangèrent de furtifs coups d'œil à la prière, puis en classe et au déjeuner, jusqu'au moment de la récréation, en début d'après-midi, où ils purent enfin s'entretenir en privé. La neige tourbillonnait dans l'air, et la bise balayait la cour du collège. « Vous devriez prendre votre cape, » fit Jehan. « Mais hâtez-vous !» Ils ne disposaient que de 2 heures pour mener à bien leur aventure, et n'auraient point le loisir de recommencer avant plusieurs jours. Bien que le jeune Français fût studieux et fort sérieux, Edgar sentait que la perspective d'une escapade ne lui déplaisait pas, même si c'était folie à ses yeux. Les 2 camarades franchirent donc les portes du collège et traversèrent la rue des 7 voies, encombrée et glissante, évitant les chevaux, charrettes et excréments d'animaux. Ils avançaient vite, avec détermination, espérant de ce fait être moins visibles aux yeux des tire-laines et autres coupe-jarrets qui peuplaient le quartier. Ils traversèrent un dédale de ruelles peuplées de charrons, de forgerons et de changeurs de monnaie. Les oreilles pleines du fracas des sabots des chevaux et des coups sur les enclumes, ils se hâtaient vers la rue de Hautefeuille, en remontant vers la Seine. Cette voie, plus modeste que la grande rue Saint-Jacques, était néanmoins une artère importante où l'on pouvait admirer quelques beaux édifices. Au numéro 5 s'élevait l'hôtel des abbés de Fécamp, que l'on était en train de remettre au goût du jour dans le nouveau style Renaissance, avec, entre autres, une jolie tourelle en cul de lampe. La façade était ornée de fleurs de lys, des armes du royaume de France et de la salamandre, blason de François Ier. Au numéro 9, un hôtel à 3 tourelles appartenant à la famille de Mirolmont jouxtait une maison, dépendance du collège de Laon. Enfin, ils arrivèrent au numéro 21, maison à 2 étages ornée d'une tourelle, voisine d'un ancien cimetière juif. Dans le prolongement de la rue, on distinguait les tours de Notre-Dame, dominant Paris, et dont la flèche semblait avoir crevé les cieux épais qui déversaient leurs doux flocons cristallins. Edgar l'avait visité dès le premier jour, émerveillé que l'homme pût construire aussi splendide édifice. Sa situation géographique, ainsi posée sur cette petite île au milieu du fleuve, ajoutait à sa magnificence. Il s'était juré d'y retourner aussi souvent que possible. Le numéro 21 était une demeure relativement modeste comparée à ses voisines.
Monsieur Nodin a dit que son appartement était situé au second étage. » Ils grimpèrent les escaliers étroits et frappèrent à une porte de couleur verte. Comme personne ne répondait, ils frappèrent à nouveau, de plus en plus fort. « Bonjour !» cria Jehan. « Madame Nodin, êtes-vous là ?» À l'étage du dessous, ils entendirent des pas et une femme âgée apparut dans l'escalier, les toisant d'un air sévère. « Pourquoi faites-vous donc tant de bruit ? Madame Nodin n'est point là. »« Auriez-vous l'obligeance de me dire où nous pourrions la trouver ?» fit poliment Jehan. « Nous sommes du collège. Monsieur Nodin nous a dit que nous pouvions lui rendre visite cet après-midi. »« Elle a été mandée. »« Savez-vous où ?»« Pas loin, au 8 rue du cimetière Saint-André. Voilà ce qu'elle a dit. » Les deux garçons se regardèrent, puis ils détalèrent. Il leur fallait moins de 5 minutes pour se rendre rue du cimetière Saint-André, mais ils devaient se hâter. Monsieur Nodin était le concierge du collège de la Marche. C'était un homme rude, à la barbe touffue, qui détestait la plupart des élèves, à l'exception notable de Jehan Cauvin. Au cours des années où il y avait étudié, le garçon était le seul à avoir manifesté du respect envers le gardien, lui disant toujours « s'il vous plaît, merci », et lui donnant parfois même une pièce ou deux au moment des étrennes. Il savait, d'après leur conversation, que l'épouse de Nodin avait une profession qui jusque-là ne l'avait point intéressée. Elle était sage-femme. La rue du cimetière Saint-André devait son nom au cimetière de la paroisse Saint-André-des-Arts, dont les exhalaisons, difficilement respirables, arrachaient des plaintes continuelles aux riverains. On y trouvait également le collège de Boissy, fondé par Jean le Bon en 1358. Le numéro 8 accueillait une échoppe de tisserands, vendant couvertures et vêtements. À l'extérieur, un groupe de femmes discutait de tout et de rien. Jehan s'approcha, s'inclina et demanda si Madame Nodin se trouvait là. Elles l'informèrent qu'elle était au dernier étage pour assister la femme du tisserand, Madame Dubois, dans les douleurs de l'enfantement. Nul ne les empêcha de gravir les escaliers jusqu'à l'appartement de Laurette Dubois, mais lorsqu'ils arrivèrent à la porte, une femme les intercepta. « Les hommes ne sont point admis dans la chambre de l'accouchée. Qui êtes-vous d'ailleurs ?»« Nous voudrions voir la sage-femme. »« Elle est occupée, mon garçon, » répondit l'autre en riant. « Tu peux aller l'attendre à la taverne avec les autres hommes. » Elle ouvrit la porte de l'appartement et entra. Mais Jehan inséra le pied pour l'empêcher de se refermer. Par l'entrebâillement, il découvrait la pièce occupée par les parentes de la jeune mère. Par chance, ils apercevaient le lit et le dos courbé de la sage-femme aux hanches épaisses. La chose semblait avoir atteint le moment crucial et un duo véritable se jouait entre les gémissements de Laurette Dubois et les encouragements en contrepoint de Madame Nodin. « Allez, respirez, poussez, poussez, poussez. Respirez, s'il vous plaît, madame. Si vous ne respirez point, votre enfant ne respirera pas non plus. »« Avez-vous jamais assisté à une naissance ?» demanda Jehan à voix basse à son camarade. « Non, mais il semble s'agir d'une affaire bruyante. Combien de temps cela prend-il ?»« Je l'ignore. Toutefois, je sais que cela peut durer des heures. » La chance était de leur côté, car, à l'instant même, le cri grêle du bébé les fit sursauter. La sage-femme, satisfaite, se mit à lui chanter une berceuse, noyée par les vagissements du nouveau-né. Edgar et Jehan apercevaient par bribes ce que faisait Madame Nodin. Elle noua le cordon ombilical, puis elle le coupa. Ensuite, elle lava l'enfant, le frotta avec du sel, puis appliqua du miel sur ses gencives afin de stimuler son appétit. Enfin, elle l'emmaillota dans des langes, serrant si fort que, quand elle eut fini et le remit à sa mère, on eût dit une petite momie. Ayant achevé sa besogne, elle ramassa les pièces sur la table, s'essuya les mains sur son tablier ensanglanté et quitta les lieux en trombe en grommelant qu'elle devait aller préparer le dîner de son mari. Elle faillit bousculer les deux jeunes gens qui l'attendaient derrière la porte et s'exclama d'une voix rauque : « Mais que diable faites-vous ici ? » ?»« Madame, je connais votre époux. Je m'appelle Jehan Cauvin. »« Ah, l'étudiant, il m'a parlé de vous. Vous êtes un de ceux qui sont gentils. Et que faites-vous ici, Jehan ? » ?»« Ce bébé, a-t-il déjà un nom ?» Elle lui faisait face, bien plantée sur ses deux jambes, les mains sur les hanches. « Ah, pour sûr. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ? » ?»« Je vous en prie, madame, dites-moi son nom. » »« Eh bien, il va s'appeler Fromain Dubois. »
À présent, je dois m'en aller. J'ai une poule à plumer et à cuire pour le repas de mon mari. Les deux garçons se hâtèrent de rentrer au collège pour ne point manquer le début de la leçon suivante. À présent, la neige tombait drue, et leurs semelles de cuir lisses dérapaient sur la boue gelée, recouverte de flocons immaculés. « J'espère que nous aurons le temps de aller vérifier ces dires dans le livre, » souffla Edgar. « Je ne pourrai souffrir d'attendre jusqu'au soir. » Géant éclata de rire. « Si vous croyez, mon pauvre ami, que le nom de Fremin Dubois est inscrit dans votre précieux manuscrit, vous devez sans doute aussi croire que la neige a goût de tarte aux myrtilles. Eh bien, goûtez-moi ça !» Là-dessus, le jeune Français se baissa pour ramasser un paquet poudreux qu'il jeta sur son camarade. Aussitôt, celui-ci l'imita et ils se lancèrent dans une bataille échevelée, tels deux enfants insouciants. Arrivés rue des Mathurins, leur humeur folâtre retomba, car ils rencontrèrent un cortège funèbre, sombre tache dans le tumulte blanc. La procession était en train de se réunir devant la porte d'une maison tendue de serge noire. Le cercueil était posé sur un brancard, que portaient des hommes en deuil, tous vêtus de noir. Ouvraient la marche deux prêtres de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, l'une des plus vieilles paroisses de Paris. La veuve, soutenue par ses fils, se lamentait à voix haute de la perte de son époux et, à en juger par le nombre et l'allure des gens rassemblés, les garçons supposèrent qu'il s'agissait d'un homme riche. À l'autre bout, les pauvres, une chandelle à la main, se rangeaient peu à peu, suivant les funérailles dans l'espoir d'être payés d'une pièce en retour. Edgar et Géant ralentirent le pas par respect envers le mort, mais soudain, le jeune Anglais s'arrêta pour s'adresser à un homme. « Qui est le défunt ?» Il émanait de son interlocuteur une odeur qui devait être pire encore que celle du cadavre. « Messire Jacques Vizet, mon bon seigneur. Un homme très pieux, un armateur. » À quand remonte son trépas ? Il a passé dans la nuit. Le mendiant avait grande envie de changer de sujet. Monseigneur voudra-t-il aider un pauvre homme ? Son sourire édenté et intéressé dégoûtait le garçon. Malgré tout, il sortit sa bourse et donna au misérable sa plus petite pièce. « Mais que faites-vous » l'interrogea Géant. « J'engrange un nom pour mon précieux livre » répondit Edgar avec gaieté. « Allez, hâtons-nous » Lorsqu'ils arrivèrent, haletants, leurs camarades entraient en classe pour le cours d'études liturgiques. Le principal Tempête, en personne, arpentait la cour, vêtu de sa longue cape brune, plongeant sa canne dans la neige, comme s'il voulait empaler la terre. Des volutes de fumée blanche indiquaient qu'il se murmurait quelque chose à lui-même. Il leva les yeux et découvrit les deux jeunes gens. « Cantwell, Covin, approchez !» Les deux garçons se regardèrent et obéirent à l'injonction du tyran barbu. Géant songea que ce n'était peut-être point là le moment d'informer le prêtre du fait qu'il avait décidé de latiniser son nom. « Où étiez-vous »« Nous sommes allés faire un tour principal, » répondit Géant. « Je le vois bien. »« Cela n'est-il point autorisé » poursuivit-il d'un air innocent. « Je vous ai demandé où vous étiez. »« Nous sommes allés à la cathédrale Notre-Dame, » fit soudain Edgar. « Vraiment ? Et pourquoi donc ?»« Pour prier, principal. »« Est-ce là la vérité ?» Géant acquiesça, prêt à mentir pour son nouvel ami. « N'est-ce pas mieux, principal, d'exercer son âme plutôt que son misérable corps ? La cathédrale est un endroit merveilleux pour prier le Seigneur, et cet intermède nous a fort ragaillardis. » Tempête tapota sa canne, frustré de ne pouvoir la transformer en bâton pour châtier ses petits sacripants. Il grommela dans sa barbe quelques paroles incompréhensibles, puis s'éloigna. Voilà tout l'effort dont Edgar fut capable pour se soustraire au coup ce jour-là. Il avait l'esprit ailleurs. Il mourait d'envie d'aller consulter le manuscrit afin de savoir enfin si la neige avait vraiment goût de tarte aux myrtilles. Dans la soirée, les flocons cessèrent de tomber. Quand les élèves sortirent de la chapelle pour regagner leur chambre, le clair de lune versait une étrange lueur sur la cour enneigée, constellée de diamants. Edgar regarda derrière lui et vit que Géant le suivait. Pour un sceptique, il semblait particulièrement curieux.
Le jeune Anglais entra dans sa chambre, son camarade sur les talons. Il alluma les chandelles et se pencha sur son coffre pour en retirer le livre. « Trouvez-nous la date du 21 février », lui intima l'autre. « Vous me semblez bien ardent, Géant. Je pensais que vous n'y croyiez point à mon livre. J'ai hâte d'en dénoncer les tromperies afin de pouvoir retourner à mes études sans en être distrait. »« Eh bien, nous allons voir, » ricana Edgar. Il s'assit sur son lit et orienta les pages vers la lumière. Il les tourna d'un geste rapide jusqu'à ce qu'il aboutisse au 21 février. Il posa un doigt sur la première entrée et descendit jusqu'à celle du 22 février. « Oh, juste ciel !» murmura-t-il. « Il y a là moult noms pour un seul jour. » « Soyez méthodique, mon ami, commencez par le premier et allez jusqu'au dernier. Autrement, vous perdrez votre temps. » Au bout d'un moment, Edgar avait les yeux rouges et secs, et la fatigue du jour se faisait de plus en plus sentir. « J'ai parcouru la moitié des dates, mais je crains de manquer quelque chose désormais. Pourriez-vous prendre la suite, Géant ?» Les deux garçons changèrent de place et le Français se mit à descendre avec lenteur le long de la colonne, égrenant nom après nom. Il tourna la page, puis une autre, la prunelle rapide, les noms se dessinant en silence sur ses lèvres, certains étant difficiles, voire impossibles à déchiffrer en raison de la multiplicité des langues et des écritures. Soudain, son index se figea. « Oh mon Dieu, qu'y a-t-il » ? Mes yeux le voient, mais je ne puis le croire. Regardez, Edgar, le 21 février 1527, Fremin du Bois, Natus. Je vous l'avais dit, à présent me croyez-vous, mon cher ami ? Un peu plus bas, Edgar découvrit cette autre entrée. 21 février 1527, Jacques Vizet, Morse. Il tapota ce nom du doigt et supplia Jehan de regarder à son tour. Mais l'autre était comme paralysé, un spasme lui tordait le diaphragme, remontant dans sa poitrine, sa gorge, sa bouche. Il se remit à sangloter. Edgar s'en alarma, jusqu'à ce qu'il comprît que son ami versait des larmes de joie. « Edgar !» s'exclama-t-il. « C'est le plus beau jour de ma vie ! En cet instant, j'ai la certitude absolue que Dieu a tout prévu. Ni les prières, ni les pieuses actions ne pourront rien changer à sa sainte volonté. Tout est écrit. Tout est prédéterminé. Nous sommes réellement entre ses mains, Edgar. Venez, agenouillez-vous auprès de moi et prions sa gloire toute puissante. » Les deux garçons se mirent à genoux l'un auprès de l'autre et longtemps ils prièrent. Jusqu'à ce qu'Edgar glissa de manière imperceptible contre son lit et se mit à ronfler. Alors Géant l'aida gentiment à s'allonger et étendit sur lui sa couverture. Enfin, avec le plus grand respect, il rangea le manuscrit dans la malle, souffla les chandelles et, sans bruit, quitta la chambre. Chapitre 23. Isabelle passa une bonne heure à traduire la lettre en anglais. L'écriture de Calvin ressemblait à des pattes de mouche, et le français du XVIe siècle, aux tournures anciennes et à l'orthographe inhabituelle, mettait à l'épreuve tous ses talents de linguiste. À un moment, elle fit une pause et demanda à Will s'il ne désirait pas boire un petit quelque chose. La tentation était grande, pourtant il refusa avec fermeté. Peut-être tiendrait-il, peut-être pas. En tout cas, il était résolu à lutter. Pour oublier le whisky, il décida d'envoyer un SMS à Spence. Le vieil homme devait devenir fou à force de s'interroger sur les progrès de ses recherches. Mais ça ne ressemblait pas à Will d'envoyer des rapports intermédiaires, étape par étape. Ce n'était pas son genre. Pendant toutes ces années au FBI, il avait fait tourner en bourrique ses supérieurs en gardant pour lui ses informations, ne les dévoilant que s'il avait besoin d'un mandat du procureur, ou encore lorsque tout était fini, l'enquête résolue. Emballer, c'est peser. Ses pouces semblaient ridicules.
tant il paraissait gros à côté des touches de son téléphone portable. Rédiger des SMS n'était pas son truc. Il lui fallut un temps infini pour écrire ce simple message. Progrès en cours, 2 indices trouvés, reste 2 à chercher. Savons beaucoup plus de choses. Dites à Kenyon que Jean Calvin y est mêlé. Espère rentrer dans 2 jours. Piper. Il appuya sur « Envoyer » et sourit. Soudain, il eut comme une révélation. Toutes ses recherches à travers le manoir, la stimulation intellectuelle causée par cette chasse aux indices, il s'amusait. Peut-être faudrait-il qu'il revoie sa définition de la retraite, après tout. Un quart d'heure plus tard, le message était retransmis depuis le centre des opérations de la zone 51 au Blackberry de Fraser. Son Jet Lear se posait sur la piste d'atterrissage de Groom Lake. Il était attendu pour le débriefing du matin par le commandant de la base et le secrétaire Lester, par visioconférence. Au moins, il avait quelque chose à leur donner en pâture. Il relut le message et le transmit à Descorseaux, en se demandant « C'est qui ce foutu Jean Calvin ?» Il envoya un courriel à un de ses analystes en lui demandant de passer en revue tous les Jean Calvin de la base de données. L'employé eut le bon sens de lui renvoyer sans commentaire un lien le menant sur la page de Wikipédia consacrée à Calvin. Fraser la parcourut avant d'entrer dans la salle de conférence de l'aile Truman, profondément enterré au niveau de la crypte. « Nom de Dieu !» se dit-il. « Qu'est-ce qu'un théologien du XVIe siècle vient faire dans cette histoire? À quoi on joue, bordel ?» Isabelle posa son stylo et annonça qu'elle en avait terminé. Pour commencer, quelques notions d'histoire. Calvin est né en 1509 dans une petite ville française du nom de Noyon. Vers 1520 et quelques, on l'envoya à Paris faire ses études. Il alla dans plusieurs collèges qui dépendaient de l'Université de Paris. D'abord le collège de la Marche, pour les apprentissages généraux, puis au collège de Montaigu, pour la théologie. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire ? J'ai réfléchi, mais pour l'instant, non, répondit Will en fronçant les sourcils. Elle se versa un verre de gin. En 1528, il partit pour l'université d'Orléans étudier le droit. C'était une décision de son père. Déjà à l'époque, le droit rapportait plus que la religion. Il est un élément capital à ne pas oublier. Jusque-là, il était catholique, très strict, très doctrinaire. Or, c'est à peu près à cette date-là qu'il subit sa grande conversion. Bien sûr, c'est Martin Luther qui initia la réforme, mais Calvin lui emboîta le pas sans hésiter en rejetant le catholicisme pour devenir protestant. En bref, il jeta les bases d'une nouvelle foi très radicale. Jusqu'à ce jour, personne ne savait ce qui avait causé en lui ce brusque changement. Que voulez-vous dire ? Écoutez plutôt. Elle prit son bloc pour lui faire la lecture. Mon cher Edgar, j'ai du mal à croire que 2 années se soient écoulées depuis mon départ de Montaigu pour Orléans afin d'y étudier le droit canon. Nos discussions et votre amitié me manquent sincèrement. Je gage, mon ami, que votre séjour à Paris n'est plus désormais ponctué par les coups de canne de Bédier. Je sais combien vous vous languissez de votre cher Cantwell Hall et j'espère que vous y retournerez avant que la peste ne s'abatte à nouveau sur le collège. J'ai appris qu'elle avait emporté Tempête, que son âme repose en paix. Vous savez, mon cher Edgar, que Dieu m'a arraché à d'obscures et basses origines pour me faire l'honneur insigne de devenir son héros, le serviteur des évangiles. Dès ma plus tendre enfance, mon père me promit à une carrière ecclésiastique. Cependant, lorsqu'il comprit que le droit s'avérait en tout point plus lucratif, cette perspective le fit changer d'avis. Voilà pourquoi je fus arraché à mes études philosophiques au profit du droit. J'ai fait mon possible pour apprendre, mais Dieu m'a enfin dévoilé la voie qu'il a tracée pour moi. Vous savez fort bien de quoi je parle, puisque vous étiez présent au moment de ma véritable conversion, bien qu'il m'eût fallu une longue réflexion pour décider que c'était là ma voie. Votre miraculeux livre des âmes, précieux joyau venu de l'île de Wight, m'a démontré que le Seigneur contrôlait notre destinée. Nous en eûmes la preuve en cette splendide journée hivernale à Paris, où nous découvrîmes que l'ouvrage prédisait bien une précieuse naissance et un triste trépas.
Lors, nous apprîmes que le Tout-Puissant seul décidait du moment de notre venue, puis de notre départ de ce monde, ainsi que, en toute logique, de tout ce qui en découlait durant notre vie terrestre. Ainsi, devons-nous rendre à Dieu à la fois la prescience et la prédestination. En attribuant au Seigneur la prescience, nous voulons dire que toute chose a toujours été et sera toujours présente à lui. Qu'à sa connaissance, il n'est ni passé ni futur, mais que toute chose est présente, au point que ce n'est pas seulement l'idée des choses qui est présente à lui, mais qu'il les voit et les envisage dans sa perception immédiate. Cette prescience divine s'étend à toute la création et à toutes les créatures. Il s'ensuit que le Seigneur seul choisit qui sera sauvé et mené à lui, non d'après le mérite, la foi ou des indulgences corrompues, mais d'après sa seule miséricorde. Les superstitions de la papauté ne comptent point. L'avidité, la vanité des formes dégénérées du christianisme ne comptent point. Tout ce qui importe, c'est le don de la vraie sainteté que je reçus ce jour-là et qui enflamma mon âme du désir d'avancer vers une doctrine plus pure, fondée sur la puissance absolue et la gloire du Très-Haut. Vous êtes l'homme qui me permit d'accéder à cette recherche sainte et singulière de tout ce qui est pur et sacré, et pour cette raison, je demeurerai toujours votre fidèle ami et serviteur, Ioannis Calvinus. Orléans, 1530. Isabelle posa son bloc-notes et lâcha. Waouh! C'est une grosse affaire. Ah oui, monsieur Piper, c'est une grosse affaire. Combien ça vaut, cette fois? Ne soyez pas aussi intéressé. Ce document est de la plus haute importance pour les historiens comme les théologiens. C'est là la clé d'un des piliers de la Révolution protestante. Rendez-vous compte, la doctrine de Calvin concernant la prédestination était basée sur notre livre. Vous pouvez imaginer ça? Ça va vous rapporter quelques millions. Avant qu'on ait fini, vous aurez les moyens d'agrandir le manoir. Oh, je vous remercie bien. La plomberie, l'électricité et un nouveau toit suffiront. Bon, vous prendrez bien un verre de scotch à présent. Il reste du scotch. Après le dîner, Will continua de boire, à un rythme assez soutenu pour sentir son cerveau vibrer avec harmonie. L'idée de 2 trouvés, 2 à chercher faisait son chemin à travers son esprit. Encore 2 indices, et il pourrait rentrer chez lui. Ce vieux manoir isolé rempli de courants d'air, cette fille magnifique, le whisky à gogo, tout cela réveillait ses mauvais penchants, sapait ses bonnes résolutions. Ce n'est pas ma faute, songea-t-il, engourdi. Pas ma faute. Will et Isabelle étaient assis près du feu, dans la grande salle d'apparat. Il se força à lui demander « Bon, on n'a plus qu'à s'attaquer au prophète. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous avez encore assez d'énergie pour réfléchir à l'énigme suivante? Moi, je suis trop fatiguée. Elle parlait déjà au ralenti. Elle s'approcha, posa la main sur son genou. Ils allaient droit vers une répétition de la veille. « Nommez-moi des prophètes. » Elle fit la grimace. « Oh, zut. Isaïe, Ézéchiel, Mahomet, que sais-je ?» Un rapport avec Cantwell Hall? Aucun qui me vienne à l'esprit, mais... Will, je suis moulu. Si nous remettions tout ça demain matin, quand nous serons frais et dispos. Il faut que je rentre bientôt. On s'y mettra de bonne heure, je vous le promets. Il ne lui proposa pas de venir dans sa chambre. Il avait assez de force pour refuser ça. Au lieu de cela, une fois chez lui, il s'installa dans un fauteuil et rédigea avec peine un texto destiné à Nancy. Indice 2, derrière carreau faïence avec moulin. Nouvelle révélation. Mystère s'épaissit. Allons vers 3. Tu connais des prophètes? Tu me manques. 20 minutes plus tard, sombrant dans le sommeil, il n'eut pas la force d'empêcher Isabelle de se glisser auprès de lui. « Écoute, je suis désolé, ma femme... » Elle gémit et lui demanda, telle une enfant. « Je peux rester dormir là ?»« Ok, d'accord. Pour tout essayer. Mais juste une fois. » Elle s'endormit levée contre lui. Et quand vint l'aube, elle n'avait pas bougé d'un pouce.
Ce jour nouveau s'annonçait très agréable et fort doux. Après le petit déjeuner, Will et Isabelle décidèrent de profiter de cette belle matinée pour aller faire un tour afin de dresser un plan d'action. Au moment où Will remontait chercher son pull, Nancy l'appela sur son portable. « Hé, t'es déjà debout ?»« Je n'arrivais pas à dormir. J'ai relu ton poème. »« C'est bien. Comment ça se fait ?»« Tu as sollicité mon aide, rappelle-toi. Je suis pressée que tu rentres. Voilà pourquoi je suis motivée. Le deuxième indice est-il important ? » ?»« Ouais, sur le plan historique. J'ai une foule de choses à te raconter. Sinon, on cherche un prophète maintenant. D'après toi, à quoi notre ami William faisait-il référence, toi qui es une fan ? » ?»« Eh bien, j'y ai pensé en effet. Shakespeare connaissait tous les prophètes bibliques. Élie, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et bien sûr Mahomet. » »« Elle les a déjà mentionnés. »« Qui ça ? » ?»« Et Isabelle, fit-il d'un ton penaud, la petite fille de Lord Cantwell. »« Will ?» releva-t-elle d'une voix dure. « C'est juste une étudiante, » répondit-il aussitôt. « Mais à son avis, aucun de ces noms-là n'a de lien avec le manoir. »« Et Nostradamus ?»« Elle n'en a pas parlé. » »« Je ne pense pas que Shakespeare s'y réfère dans aucune de ses pièces. Mais à son époque, Nostradamus était célèbre à travers toute l'Europe. Ses prophéties se vendaient comme des petits pains. J'y ai jeté un coup d'œil aussi. »« Ça vaut le coup d'y réfléchir. À quoi il ressemblait, ce Nostradamus ? » ?»« Un barbu avec une robe. » »« Ouais, il y en a déjà un paquet par ici. » fit Will en soupirant. Derrière la maison, le jardin était à l'abandon, envahi d'herbes folles montées en graines. Autrefois, c'était un parc magnifique, parfaitement entretenu, qui s'étendait sur 2 hectares et offrait un superbe panorama de bois et de champs séparés par des haies. À son apogée, Lord Cantwell employait un jardinier à temps plein, un assistant, et il ne rechignait pas à mettre lui-même la main à la pâte de temps à autre. Dans toute la propriété, ce sont les jardins qui avaient le plus souffert des restrictions budgétaires et de la perte de vigueur du propriétaire. Un gars du coin venait de temps en temps faucher et arracher les mauvaises herbes, mais les massifs élaborés et les plates-bandes impeccables s'étaient transformés en jachères. Près de la maison se trouvait l'ancien potager, désormais à l'abandon. Au-delà, 2 généreux massifs triangulaires, de part et d'autre d'une allée centrale de gravier, menaient à un verger. Bordés de buissons au feuillage persistant, ils étaient plantés, au beau jour, de graminées ornementales et de vivaces aux thèmes changeants. À présent, ils ressemblaient davantage à une jungle tristement inextricable. Après le verger, s'étendait un vaste pré luxuriant constellé de fleurs sauvages, où Isabelle aimait folâtrer lorsqu'elle était enfant, surtout l'été, quand les marguerites envahissaient la campagne. « Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout » s'exclama-t-elle soudain. Will la regarda sans comprendre. L'herbe était humide, et bientôt leurs chaussures furent trempées. Ils avançaient en se frayant un chemin à l'orée du bois en direction de la chapelle dont la flèche resplendissait dans le soleil. La jeune femme était habituée à cette bizarrerie architecturale, mais Will fut aussi surpris que la veille. Plus il s'approchait, plus l'édifice lui paraissait incongru. « Ce truc, c'est une blague !» s'exclama-t-il. La minuscule église, en effet, ressemblait trait pour trait à la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec sa façade gothique, ses arcs-boutants, ses 2 tours impérieuses aux ouvertures à arcades, ses nefs et son transept, dont la croisée était surmontée d'une flèche très travaillée. Ils en avaient devant les yeux une version miniature, comme un jouet pour enfants. L'original pouvait accueillir 6000 fidèles, la réplique de Cantwell Hall, une 20aine, au plus. La flèche parisienne s'élevait à 96 mètres de haut. Celle de la chapelle culminait à 12. Je ne suis guère douée en mathématiques, mais il s'agit d'une fraction précise de la taille de l'original. Apparemment, Edgar Cantwell était obsédé par Notre-Dame. Edgar Cantwell, le même à qui Calvin a écrit. Tout à fait. Après ses études à Paris, il est revenu en Angleterre, et un peu plus tard, il a édifié cette chapelle à la mémoire de son père. C'est un monument unique. Parfois des touristes viennent même par ici, mais nous n'en parlons nulle part. C'est le résultat du bouche à oreille. D'une main, Will protégeait ses yeux du soleil. «
C'est bien une cloche dans la tour la plus proche. Je peux la faire sonner pour vous si vous voulez. C'est une réplique miniature en bronze de celle que fait retentir Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Vous êtes plus jolie que lui. Flatteur. Il traversait maintenant le pré. Isabelle s'apprêtait à dire quelque chose quand elle s'aperçut que Will s'était arrêté, les yeux fixés sur le beffroi. Qu'y a-t-il ? Notre-Dame, Notre-Dame, répéta-t-il en élevant la voix. Ça ressemble quand même pas mal à Nostradamus. Vous croyez que... Nostradamus ! Mais oui, c'est notre prophète. Le 3e s'élève au-dessus d'un prophète. Son nom véritable était Michel de Nostredame. Will, vous êtes un génie. Non, murmura-t-il. Je suis seulement son mari. Elle l'attrapa par la main et le tira vers la chapelle. On peut monter là-haut ? Bien sûr, j'ai souvent traîné dans cette tour quand j'étais petite. Au milieu de la façade se trouvait une lourde porte. Isabelle l'ouvrit en y donnant un bon coup d'épaule et le bois gonflé céda en grinçant sur les dalles de pierre. Elle s'y engouffra et montra à Will une toute petite porte dans un angle, comme dans Alice au pays des merveilles. C'est par là. Elle s'y glissa presque aussi facilement que quand elle était enfant. Will eut plus de difficultés. Ses larges épaules avaient du mal à passer, et il dut retirer sa veste pour éviter de la déchirer. Il la suivit par un escalier si étroit qu'il ressemblait davantage à une échelle. Mieux valait ne pas être claustrophobe. Enfin, ils atteignirent l'étage de la cloche, sorte d'échafaudage de bois, entourant le bronze battu par le temps et les éléments. Oh, vous avez peur des chauves-souris ? Lui demanda-t-elle un peu tard. Au-dessus de leur tête était suspendue une colonie de chauves-souris au ventre blanc. Quelques-unes s'envolèrent par les arches, fusant comme des folles en un vol saccadé autour de la tour. Disons que je ne les aime pas beaucoup. Moi, oui. Ce sont d'adorables petites créatures. Dans le beffroi, Will ne pouvait se redresser sans se cogner la tête. De là, on avait une vue magnifique sur les champs labourés, jusqu'au clocher de l'église du village. Mais il ne prêtait guère attention au paysage. Il était à la recherche d'une cachette. Or, il n'y avait là que le bois et la pierre de la construction. Rien d'autre. Il appuya sur les blocs à sa portée, mais aucun ne bougea. À quatre pattes, Isabelle inspectait déjà les planches recouvertes de fientes. Soudain, elle s'arrêta et se mit à racler le sol du talon de sa botte avec fureur, soulevant une poussière d'excréments. Will, je crois qu'il y a quelque chose de gravé sur cette planche. Regardez. Il s'accroupit. Il semblait bien qu'elle ait raison. Il sortit son portefeuille, en retira sa carte de crédit et l'utilisa pour gratter le bois. Clair comme le jour, apparut un signe. Une sorte de fleur à 5 pétales, d'environ 2,5 cm de diamètre, gravée dans le bois. Mais c'est une rose Tudor. Je ne peux pas croire que je ne l'ai jamais remarquée. C'est leur faute à elle, s'exclama-t-il avec un geste en direction du plafond. Il appuya très fort sur la planche, qui ne bougea pas. Qu'en dites-vous ? Je vais chercher la boîte à outils. En un éclair, elle était redescendue, le laissant seul en compagnie de quelques centaines de chauves-souris. Il jeta un coup d'œil prudent à ces créatures suspendues comme des décorations de Noël et pria pour que personne ne vienne actionner la cloche de bronze. Dès qu'elle revint, il sortit de la boîte un long tournevis fin qu'il enfonça entre les deux planches. Il répéta la manœuvre d'un bout à l'autre de la rainure, regardant chaque fois au-dessus de lui pour s'assurer qu'il ne perturbait pas les bestioles endormies. Quand la séparation fut assez marquée, il passa la lame tout au long, puis l'utilisa comme levier pour soulever la latte. Dès qu'il put, il glissa un second tournevis plus épais dans l'ouverture dégagée et poussa avec force. La planche gémit et vint d'un coup. Dessous apparaissait un espace d'une 30aine de centimètres de profondeur. Il détestait l'idée d'avoir à plonger la main dans un trou noir, surtout avec cette horde de chauves-souris suspendue au-dessus de lui. Il fit la grimace et se força à fouiller. Tout de suite, ses doigts rencontrèrent un objet froid et lisse. Il le ramena à la lumière. Une vieille bouteille. Le flacon était épais, vert foncé, avec un fond plat et un faux col. C'était du verre soufflé, en forme d'oignon, au goulot scellé à la cire. Il le brandit dans le soleil, mais ne vit rien, car la matière était trop opaque. Il l'agita. De l'intérieur émanait un léger bruit. « Je crois qu'il y a quelque chose. » Allez-y.
le pressa-t-elle. Il s'assit, coinça la bouteille entre ses pieds et se mit à retirer la cire de la pointe du tournevis jusqu'à ce qu'il distingue un bouchon. N'ayant pas de tire-bouchon, il changea d'outil pour l'enfoncer. Ensuite, il retourna le flacon et le secoua avec vigueur. Un rouleau de 2 feuilles de parchemin en tomba, frais et souple. « Et voilà, ça recommence », fit-il en secouant la tête. « À vous de jouer. » Elle déroula les pages en tremblant et les parcourut des yeux. L'une était manuscrite, l'autre imprimée. « Il s'agit à nouveau d'une lettre à Edgar Cantwell, » murmura-t-elle. « et de la première page d'un ouvrage très célèbre. »« Ah, lequel ? » ?»« Prophétie de Nostradamus. » « 1532, Paris. » Chapitre 24. Alors qu'il prenait son dîner à la pension de Madame Flamand, Edgar Cantwell soudain se trouva mal. Depuis un jour ou deux déjà, il ressentait une douleur à l'aine, mais cela ne l'avait guère inquiété. Peut-être s'était-il froissé un muscle. Il dégustait une côtelette accompagnée de poireaux quand il fut pris de frissons, comme si une rafale d'insectes s'était abattue sur lui. Son camarade, Richard Dudley, un autre étudiant anglais, le voyant grimacer, s'enquit de son état. « Un froid soudain, rien de plus », répondit Edgar en quittant malgré tout la table. À peine était-il entré au salon qu'il fut pris d'un violent haut-le-cœur et vomit tout son repas sur le tapis de son hôtesse. Un peu plus tard dans la soirée, le docteur lui rendit visite dans sa chambre au dernier étage. Blême, en sueur, le jeune homme était au plus mal et son pouls battait trop vite. La douleur à l'aine devenait insupportable et s'était propagée aux aisselles. Les nausées n'avaient point cessé et de fortes quintes de toux harassaient son corps. Le médecin souleva le drap et palpa de ses doigts décharnés l'entrejambe de son patient où il découvrit des ganglions aussi gros que des œufs. Lorsqu'il appuya dessus, Edgar hurla de douleur. Le docteur n'avait nul besoin d'en voir davantage. Dans le salon, Dudley le prit par le bras et, inquiet, l'interrogea. « De quelle affection souffre donc mon camarade ?»« Vous devez quitter ces lieux dès à présent » aboya le médecin, les yeux empreints de terreur. « Vous devez tous fuir cette demeure !»« Fuir cette demeure ? Vous n'y songez point ?» s'exclama la logeuse. « Madame, il s'agit de la peste !» Il restait à Edgar encore quelques mois avant d'achever ses études et de retourner pour de bon en Angleterre. Le jeune garçon, solitaire et apeuré, était devenu un homme plein d'assurance qui compensait son minois de fouine par un port noble et altier. Il avait survécu au collège de Montaigu, aussi pouvait-il désormais tout affronter. 3 ans plus tôt, il avait été transféré au collège de la Sorbonne, où il s'était couvert de lauriers. Ses examens de fin d'études approchaient et, si tout se passait comme prévu, il rentrerait à Cantwell Hall muni d'un prestigieux baccalauréat en droit canon. Son père serait fier de lui et sa vie se poursuivrait sous les meilleurs auspices. Hélas, à présent, il était seul et allait sans doute rendre l'âme dans la chambre fétide de cette petite pension, dans cette damnée ville frappée par la pire des épidémies. Trop faible pour s'arracher à ses draps souillés, il avait à peine la force d'avaler quelques gorgées de thé amer que le médecin avait laissé à son chevet lors de sa dernière visite. Au désespoir, grelottant de fièvre, il était la proie de visions. Un énorme sanglier dont la hure prenait soudain le faciès ricanant du brutal bédier, bâton en main, un cortège funèbre d'hommes en noir, son précieux livre s'ouvrant soudain sur une page où apparaissait le nom d'Edgar Cantwell, suivi de la mention « Morse ». Enfin le visage allongé d'un jeune homme aux cheveux roux, à la longue barbe de feu et aux joues cramoisies, si proches, si vrai. « M'entendez-vous, monsieur Cantwell »
il distinguait cette voix et s'aperçut que les lèvres remuaient. « Serrez ma main, si vous parvenez à me comprendre. » Il sentit une paume ferme se glisser sous ses doigts et la serra de toutes ses forces. « Très bien. » Edgar s'abîma dans la contemplation des 12 yeux vert de gris de cet homme. « J'ai rencontré votre médecin en la demeure d'un autre patient. Il m'a parlé d'un étudiant anglais. Or, je goûte fort la compagnie des Anglais. Et j'aime les étudiants, car j'en étais encore un moi-même il y a peu. Toutes ces années de travail, quelle pitié de les voir réduites à néant à cause de la peste, ne le pensez-vous point? J'ai ouï dire également que monsieur votre père est baron. » L'homme s'éloigna pour aller ouvrir la fenêtre, tout en murmurant quelque chose au sujet des vapeurs vénéneuses. Il portait la robe rouge des docteurs en médecine, mais, aux yeux d'Edgar, c'était un ange vermeil, s'agitant à travers la pièce, lui redonnant espoir. « Votre médecin est vieux et superstitieux, il n'est point fait pour soigner les pestiférés. J'ai pris sur moi de le renvoyer, je me chargerai dorénavant de vos soins, avec votre autorisation. Si vous survivez, monsieur, vous aurez à cœur, j'en suis sûr, de me payer. Dans le cas contraire, hélas, mes services auprès de votre personne me seront crédités dans l'au-delà. À présent, mettons-nous au travail. Cette chambre est une bauge. Il faut changer cela. » Edgar sombrait par instants dans l'inconscience. Son ange vermeil s'avérait bavard et, à chaque fois qu'il retrouvait ses esprits, il entendait sa voix qui déversait un flot de paroles et d'explications. La seule manière de vaincre la peste, d'après lui, consistait à nettoyer toute la saleté et les humeurs du corps, sans oublier d'administrer le bon remède. Quand l'épidémie sévit, disait-il, il faut balayer les rues pour n'y point laisser de cadavres, puis il convient de laver la chaussée à grande eau, d'enterrer profondément les corps dans de la chaux, de brûler tous les déchets, de nettoyer les maisons des victimes au vinaigre et au vin bouilli, bien laver les draps. Quant aux soignants, ils devaient porter des gants et des masques de cuir. Lui n'avait point à craindre pour sa personne, car il avait déjà contracté le mal à Toulouse, dans une forme plus douce. Aussi était-il désormais protégé. Cependant, insistait-il, rien n'était plus important que les médicaments qu'il donnait à Edgar. Lavé et séché, celui-ci sentit qu'on insérait dans sa bouche de petits losanges au goût agréable, suivis de quelques gorgées de vin dilué. Il entendit enfin l'homme lui dire qu'il reviendrait plus tard avec de la soupe et du pain. Le malade réussit alors à articuler. « Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Michel de Notre-Dame, médecin et apothicaire pour vous servir, monsieur. » Chapitre 25. Fidèle à sa promesse, le docteur revint un peu plus tard au chevet d'Edgar, ce dont il lui sut gré. Il avala de nouveaux losanges et de petits morceaux de pain trempés dans du potage de légumes. Il avait beau être toujours terrassé par la fièvre, la douleur et de terribles quintes de toux, la simple vue de son ange vermeil l'apaisait, l'arrachait au désespoir. Cette fois, il ne vomit point ce qu'il avait ingéré. Avant longtemps, ses paupières lui parurent lourdes, et il sombra dans un sommeil sans rêve. À son réveil, il faisait nuit, et sa chambre était plongée dans les ténèbres, à l'exception d'une chandelle qui brûlait sur la table. Michel de Notre-Dame était toujours là, assis sur une chaise, tête baissée, l'œil vitreux. Sur la table était posé un bol de cuivre rempli d'eau à ras-bord. C'est cet objet qui absorbait toute l'attention de l'apothicaire. De temps à autre, il agitait le liquide au moyen d'une baguette de bois. La flamme jouait sur la surface qui réverbérait une lueur jaune sur le visage sombre de l'homme. Une sorte de murmure rauque émanait de sa gorge, telle une psalmodie. Il était tout entier absorbé par son activité, ne soupçonnant point qu'on l'observait. Edgar eut envie de l'interroger sur ce qu'il faisait, mais il n'en eut point la force et s'abîma de nouveau dans le sommeil. Au matin, la lumière s'engouffrait par la fenêtre ouverte,
et une douce brise venait rafraîchir son front brûlant. À son chevet, il trouva une assiette de morue salée soigneusement coupée en morceaux, un quignon de pain et une timbale de bière légère. Il eut juste la force d'avaler quelques bouchées, puis se saisit du pot de chambre. Il écouta, guettant les bruits dans la maison, mais n'entendit goutte. Il trouva la force d'appeler, mais ne reçut point de réponse. Il demeura ainsi étendu, espérant un bruit de pas dans les marches. La matinée n'était point achevée lorsqu'enfin il entendit craquer les escaliers pour son plus grand bonheur. L'ange vermeil était de retour, avec d'autres losanges et des gousses d'ail. Il semblait satisfait des progrès de son patient, et déclara avec gaieté qu'il était de fort bon augure qu'il n'eût point expiré dans la nuit. Il jeta un rapide coup d'œil aux œufs de poule qui lui gonflaient les aisselles et l'aine, rassurant un Edgar terrorisé qui le suppliait de ne point appuyer sur ces bubons enflammés qui lui faisaient souffrir le martyre. Il comprit très vite que l'homme de science ne comptait guère s'attarder, car il n'avait point ôté sa cape et s'acquittait prestement de ses tâches. « Je vous en prie, docteur, ne partez point si tôt, » fit Edgar d'une voix faible. « J'ai d'autres patients à voir, monsieur. Je vous en prie, juste un peu de compagnie. » Le médecin s'assit et croisa les mains sur les genoux. « Ai-je rêvé ? » « Quand ? » ?»« Cette nuit, où je vous ai vu contempler un bol d'eau. »« Peut-être. Ce n'est point à moi de vous le dire. » »« Avez-vous usé de sorcellerie pour me guérir ? » ?»« Non point, » fit-il en éclatant de rire. « Je n'ai recours qu'à la science. 2 choses sont essentielles, la propreté et mes losanges. Aimeriez-vous savoir ce qu'ils contiennent ? » Edgar acquiesça. « J'en ai moi-même conçu la formule, que je peaufine depuis la fin de mon doctorat à Montpellier. Je cueille 300 roses à l'aube, que je réduis en poudre. Je les mêle ensuite à de la sûre de cyprès, puis à une poudre très particulière d'iris de Florence, à laquelle j'adjoins des clous de girofle et de la poudre de rhizome de chez Nantes. Je vous confie les dites choses, sachant que votre esprit sera trop troublé pour s'en souvenir, car en vérité, la recette en est secrète. Je compte bien sur mes losanges pour devenir riche et célèbre. »« Vous êtes ambitieux, » fit Edgar en esquissant pour la première fois un léger sourire. « Il est vrai, et cela depuis toujours. Mon grand-père paternel, Guy Gassonnet, était lui-même un ambitieux, et en cela, il m'a beaucoup influencé. »« Vous avez dit Gassonnet ?» fit Edgar en essayant de se relever. « En effet. »« Ce n'est guère commun. C'est juste, il était juif et changea de nom en changeant de religion. Mais rallongez-vous, ne faites point tant d'efforts. Continuez. » Toutefois, il ne s'était point converti par calcul, mais par conviction réelle. Lorsque sa femme refusa de l'imiter, il fit annuler son mariage et épousa ensuite Blanche de Sainte-Marie, ma grand-mère. Mon autre grand-père, Jean de Saint-Rémy, était quant à lui médecin. Il m'a beaucoup enseigné également. Le latin, l'hébreu, les mathématiques et les sciences célestes. Vous êtes également astrologue. Je le suis, en effet. Je possède encore l'astrolabe de mon aïeul. Les étoiles ont une influence sur toute chose terrestre, y compris le diagnostic des affections du corps. Donnez-moi votre date de naissance et je vous en dirai plus ce soir. Une chose m'intéresse. Vos étoiles peuvent-elles vous communiquer la date de mon trépas ? De Notre-Dame considéra son patient d'un air sceptique. C'est une bien curieuse question. Mais non, monsieur, elles ne le peuvent pas. À présent, je vais vous administrer 3 losanges, ensuite vous dormirez. Je repasserai tantôt. Il est une femme au plus mal qui m'attend rue des Cordeliers. Elle m'a dit ce matin que, si je ne me hâtais point de la visiter de nouveau, il lui faudrait coudre son propre linceul. » Durant les 2 jours qui suivirent, le médecin continua de rendre visite à son patient et de lui administrer ses remèdes. Edgar était très désireux de s'entretenir avec lui et d'une voix faible le pressait de s'attarder,
mais l'autre protestait, expliquant qu'il avait beaucoup d'autres malades à soigner dans le quartier. Un soir, alors qu'il arrivait avec ses petits losanges et un pot de soupe, de Notre-Dame trouva le jeune homme en proie à la plus grande détresse. « Quelle est donc la source de vos tourments, monsieur ?»« Regardez !» s'écria l'Anglais en désignant son entrejambe. Le médecin souleva les draps, les ganglions de laine s'étaient ouverts et un pus épais et sanglant s'en écoulait. « Mais c'est parfait !» s'exclama le docteur. « Les bubons ont percé. Vous êtes sauvés. Si vous demeurez propre, je vous garantis que votre guérison sera complète. Voilà le signe que j'attendais. » Il sortit un couteau de sa besace et tailla dans une belle chemise de lin d'Edgar des bandelettes, avec lesquelles il nettoya puis pansa les abcès suppurants. Ensuite, il donna au jeune homme une soupe et s'assit sur une chaise, fatigué. « Ah, je vous l'avoue, je suis fort las. » Le soleil couchant baignait la chambre d'une lumière mordorée qui donnait l'air d'un saint au médecin barbu à la robe écarlate. « Pour moi, docteur, vous êtes un ange. Vous m'avez arraché aux griffes de la mort. »« J'en suis fort aise, monsieur. Si tout se passe comme prévu, vous aurez recouvré la santé dans 15 jours. Il me faut trouver le moyen de vous payer à présent. » « Ce serait en effet fort appréciable, » fit de Notre-Dame en souriant. « J'ai peu d'argent par devers moi, monsieur. Pour lors, j'écrirai à mon père afin de lui apprendre ce que vous fîtes et le prier de m'envoyer une bourse. »« Je vous en remercie. » Edgar se mordit la lèvre. Il avait répété cet instant depuis plusieurs jours. « Peut-être, docteur, puis-je vous offrir un autre présent en attendant ?»« Vraiment ?» fit le médecin surpris. « Voyez ma malle. Dedans vous trouverez un livre et à l'intérieur de ce livre, des feuilles que je vous invite à lire. Je suis convaincu que vous les jugerez d'un grand intérêt. »« Un livre, dites-vous ?» De Notre-Dame ouvrit le lourd coffre et, sous les habits d'Edgar, découvrit un gros ouvrage. Il l'extirpa de là et revint s'asseoir sur la chaise. Il nota la date de 1527 sur la tranche et ouvrit le volume au hasard. « Ceci est tout à fait curieux. Pouvez-vous m'instruire sur ce manuscrit ?» Le jeune homme lui narra toute l'histoire. Le long parcours du livre au sein de la famille Cantwell, sa fascination très tôt pour l'ouvrage, son rapt, ainsi que celui de l'épître de l'abbé Félix, lorsqu'il avait quitté Cantwell Hall. Enfin, la démonstration faite en compagnie d'un camarade d'études que le livre était bien une prophétie annonçant le destin des hommes. Ensuite, il pria son interlocuteur de lire lui-même la lettre. Il observa le jeune médecin qui tirait sur sa barbe tout en lisant page après page, tandis que s'éteignaient les derniers feux du couchant. Il vit ses lèvres se mettre à trembler, ses yeux s'emplirent de larmes, puis il l'entendit murmurer « Gassonnet ». Edgar savait qu'il lisait ce passage. Mais je ne puis oublier cette exception lorsque, jeune moine, j'assistais à la naissance non d'un garçonnet, mais d'une fillette. J'avais déjà ouï parler de ce genre d'événement par le passé, mais n'en avais jamais été témoin. J'observais cette petite fille rousse aux yeux verts, muette, qui, contrairement à ses frères, ne développa jamais le don d'écriture. À l'âge de 12 ans, elle fut renvoyée et donnée à un marchand de grains juifs du nom de Gassonnet, qui l'emmena loin de l'île pour en faire Dieu sait quoi. Son regard embrassait la chevelure rousse et les yeux verts de l'homme. Edgar ne savait point lire dans les âmes, cependant il savait quelle pensée traversait son esprit en cet instant. Quand il eut achevé sa lecture, de Notre-Dame remit le parchemin à l'intérieur du livre et le posa sur la table. Puis il se rassit avec lourdeur et se mit à verser des larmes silencieuses. « Vous m'avez fait là un présent bien plus précieux que l'argent, monsieur. Vous m'avez donné ma raison d'être. » « Vous possédez quelque pouvoir, n'est-ce pas ?»« Je vois, en effet, certaines choses, » répondit l'autre en tremblant. « Ce bol, ce n'était pas un songe. »
Le médecin reprit alors sa besace et en sortit un vieux récipient de cuivre. Mon grand-père possédait le don de voyance, et son grand-père avant lui, dit-on. Il utilisait cet objet pour déchiffrer l'avenir, et il m'enseigna à faire de même. Mes pouvoirs, monsieur, sont à la fois puissants et faibles. En certaines circonstances, j'accède à des fragments de vision, des choses sombres et terribles, mais je n'ai point le don de voir l'avenir avec la clarté qu'évoque cet abbé Félix. Je ne puis prédire quand naîtra un enfant, ni quand mourra un homme. Vous êtes un Gasconais. Le sang des scribes de l'île de Wight coule en vos veines. Je le crois, en effet. Dites-moi ce que me réserve l'avenir, je vous en conjure. Maintenant ? Oui, maintenant. Grâce à votre science et vos mains expertes, j'ai échappé à la peste. À présent, je veux savoir quel destin m'attend. Michel de Notre-Dame acquiesça. Il tira le rideau pour faire le noir complet, puis remplit d'eau le bol de cuivre et s'assit devant. Il alluma une chandelle et remonta sur sa tête son capuchon, jusqu'à dissimuler son visage. Puis, il se courba au-dessus du bol et se mit à remuer la baguette de bois à la surface. Au bout de quelques minutes, Edgar l'entendit émettre le même son guttural qu'en cette nuit de fièvre où il l'avait surpris en pleine transe. Le grondement se faisait de plus en plus fort, urgent. Il ne voyait point ses yeux, mais il imaginait ses prunelles dilatées, ses paupières battant follement. Au-dessus du bol, la tige s'agitait de plus en plus vite. Son espèce de psalmodie était désormais un grognement de plus en plus fort. Edgar s'inquiéta de le voir ainsi pantelant, et il regretta de l'avoir obligé à se plier à cette terrible épreuve. L'instant d'après, tout était terminé. La pièce redevint silencieuse. Le médecin enleva son capuchon et considéra son patient avec effroi. « Edgar Cantwell, fit-il lentement, vous allez devenir un homme important, riche, et cela se produira plus tôt que vous le croyez. Votre père, hélas, va connaître une fin affreuse et terrible, dont votre frère sera l'instrument. Voilà ce que j'ai vu. » Quand cela doit-il advenir ? Je l'ignore. Là se trouve la limite de mes pouvoirs. Eh bien, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous sais gré, monsieur. Vous m'avez enseigné d'où je venais. Aussi, dorénavant, ne combattrai-je plus mes visions comme si elles étaient démoniaques, mais au contraire, je m'en servirai pour le bien de l'homme. Je sais désormais quel est mon destin. Peu à peu, Edgar retrouva ses forces, tandis que l'épidémie de peste cessait de faire rage dans le quartier des étudiants. Il passa ses examens avec succès et la Sorbonne lui accorda son baccalauréat en droit. La veille de son départ pour l'Angleterre, il passa la matinée à Notre-Dame, admirant pour la dernière fois sa grandeur, sa majesté. Quand Edgar s'en revint à la pension, son ami Dudley l'invita à aller trinquer une dernière fois à la taverne. Mais du courrier attendait le jeune homme, glissé sous la porte de sa chambre par sa logeuse. Il s'assit sur son lit, brisa le sceau et lut, avec horreur. « Mon très cher fils, une mère ne devrait jamais avoir à écrire pareille lettre. Je dois hélas vous informer du décès de votre père et de votre frère. Les circonstances tragiques de leur disparition me plongent dans l'affliction la plus profonde. Aussi dois-je vous prier de revenir tout à fait cessante, vous occuper du domaine en tant que nouveau baron de Roxor. Votre père et William se querellaient. S'ensuivit une violente altercation, au cours de laquelle votre père chut dans la cheminée de la grande salle, se brûlant grièvement l'épaule. La plaie ne voulut point guérir et lui causa une forte fièvre qui finit par l'emporter. William, terrassé par le chagrin et la culpabilité, préféra se donner la mort à son tour. Je me trouve accablé par le deuil et vous conjure de revenir en hâte auprès de votre pauvre mère, Elisabeth.
23 ans plus tard, en 1555. Le vieux médecin pourfendeur de la peste écrivait une lettre dans son grenier. Il était plus de minuit et le calme régnait dans les rues de Salon-de-Crau. C'était le moment de la journée où, sa femme et ses 6 enfants endormis, il pouvait travailler en toute quiétude aussi longtemps qu'il le voulait, ou du moins jusqu'à ce que le sommeil l'obligeât à s'allonger sur sa couche. Depuis quelques années, il avait travesti son nom en Nostradamus pour lui donner plus de poids. Car en effet, il se devait d'être à la hauteur de sa réputation. Ses almanachs se vendaient bien à travers la France et les pays voisins. Aussi sa fortune grossissait-elle. Il n'exploitait plus ses talents d'apothicaire ni de médecin pour pouvoir tout entier se consacrer aux activités plus profitables de clairvoyant et d'astrologue. Lors, il tenait entre ses mains un exemplaire de son nouveau livre qui, espérait-il, lui apporterait davantage de notoriété, d'honneur et de richesse. Imprimé à Lyon, l'ouvrage devait bientôt être mis en vente. Il prit un des exemplaires que l'éditeur lui avait fait parvenir et découpa au moyen d'un couteau très effilé la page de titre « Prophétie de M. Michel Nostradamus ». Il plongea sa plume dans l'encrier et commença ainsi. « Mon cher Edgar, M. Fénelon, l'ambassadeur de France en Angleterre, m'a informé de votre bonne santé. Il m'a dit vous avoir rencontré au palais de Whitehall et m'a appris que vous aviez une bonne épouse, 2 filles et que vous prospériez. J'ai consulté mon bol de cuivre et je puis vous révéler que vous serez sans doute bientôt père de garçons. Je m'en réjouis pour vous, car vous demeurez mon cousin d'Angleterre et je vous tiens en haute estime dans mon cœur. Comme vous ne l'ignorez point, votre manuscrit et votre lettre eurent de profondes conséquences sur ma vie personnelle et professionnelle. Connaître mes origines me donna confiance et me permit d'accepter mes visions pour ce qu'elles étaient, de véritables prophéties s'avérant fort utiles pour le reste de l'humanité. Ainsi mis-je mes dons au service des princes, que j'éduquai et prévins de certaines infortunes, mais annonçai aussi au peuple ce qu'il attendait. Mon propre destin connut des revers terribles avant de retrouver le bonheur. Ma première épouse et mes 2 enfants périrent de la peste sans que je puisse les sauver malgré tout mon art. Je me remariai et aujourd'hui, je suis père de 3 fils et de 3 filles qui font ma joie. Je m'apprête à publier le premier tome de mes prophéties, vaste entreprise en laquelle je révèle peu à peu au monde mes prédictions pour les siècles à venir sous la forme de 100 quatrains à l'usage de ceux qui les liront. Je joins à cette missive la page de titre de ce livre pour vous divertir, et je suis sûr que vous en acquerrez un exemplaire lorsqu'il sera en vente à Londres. J'ai toujours conservé le secret au sujet de votre famille, ainsi que vous m'en priâtes, de même que vous le fîtes au sujet de mes origines. Vous êtes le seul à ne point ignorer que je suis un Gasconnais. Vous êtes le seul à connaître l'étrange sang qui coule en mes veines depuis l'île de White. Michel Nostradamus, 1555.